Eh bien, bonjour à vous tous, à vous toutes. Je vous accueille, je fais mon Facebook Live à partir de l'Écu de France, de l'exposition à table qui vient de démarrer, dont le vernissage vient de démarrer. Et nous allons commencer par un petit concert de légumes. Voilà. Donc si ça vous intrigue, vous pouvez venir voir ça à l'Écu de France. Alors vous pouvez toujours essayer de faire ça chez vous. C'est un peu technique quand même. Voilà. Un petit peu de musique le temps que la plupart d'entre vous nous rejoignent. Là vous êtes 4 pour l'instant, donc ça va arriver. Comme d'habitude, j'ai préparé une petite liste d'informations à vous donner, donc, et j'ai reçu déjà quelques questions de Viroflégiens, donc auxquelles je répondrai bien évidemment durant ce Facebook Live, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Donc l'exposition, vous la voyez. Hop, il y a des assiettes, il y a des couverts, il y a beaucoup de choses. Il y a des tables préparées, du café qui a été renversé d'ailleurs. Et vous voyez, voilà. Je dis bonjour à Jeanne-Marie Herman, bonjour Jeanne-Marie. Hop, là, une très jolie table ici, préparée. Voilà, et puis il y a un plateau de fromage aussi, je vais vous montrer le plateau de fromage. Voilà. Ce sont des faux fromages, bien évidemment. Donc cette exposition va durer environ un petit mois, je pense. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Donc je remonte vers... Hop, voilà, je remonte vers le bureau dans lequel je vais m'installer. Et je suis à vous tout de suite. Voilà, on passe dans les couloirs de l'Écu de France. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de réseau. Bonjour monsieur. Coupure de réseau. Voilà. Merci. En fait, j'ai voulu faire un peu ce démarrage à l'Écu, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de vous montrer le fait qu'il y a des choses qui se passent dans le Viroflay, bien évidemment. Voilà. Alors, on n'est pas très très nombreux pour le moment, mais j'espère que cette rentrée en matière ne vous a pas trop surprise et que donc... ou en tout cas si elle vous a surprise, en fait, que vous puissiez venir voir l'exposition. Bien, c'est une exposition qui succède à une autre en fait qui était qui s'appelait Regard sur la ville, et à l'occasion de l'exposition précédente, nous avions tourné un petit film d'une quinzaine de minutes, je crois, sur les immeubles en briques rouges, ce qu'on appelle le Square Sully et Square Vauban, dans le village. Et donc ce film a été diffusé durant l'exposition. Maintenant il est disponible sur le site de la ville et sur Facebook également, le Facebook de la ville. Donc vous pouvez aller le voir, vous apprendrez tout sur cette résidence qui est très installée dans le Viroflay, que beaucoup de personnes ont identifié. Alors j'essaie de... Là je suis pas sur mon ordinateur habituel, donc j'essaie de voir où je trouve les commentaires, je les vois passer. Alors c'est... voilà, je ne sais pas, pour l'instant il n'y a pas de questions, donc j'en ai noté certaines, donc j'y répondrai bien évidemment. Alors quelques points d'actualité évidemment pour commencer. Je crois que c'est mon 35e Facebook Live depuis 2020. Il y en avait beaucoup en début 2020 avec pour vous informer sur les questions liées au Covid, bien évidemment. Je crois que c'était une fréquence pratiquement hebdomadaire, et puis maintenant c'est une fréquence mensuelle. Vous commencez à y être habitué. Donc le Covid a démarré notre séquence de Facebook Live, et donc ça reste d'actualité, puisque nous avons encore des consignes, les consignes de port du masque dans les endroits où il y a beaucoup de monde, dans les moyens de transport en commun.
Ce sont juste des consignes, pas encore des obligations, mais vous entendez dans les médias ce petit bruit qui pourrait laisser penser qu'un jour ça pourrait être quelque chose d'un petit peu plus conséquent que juste une consigne. Et c'est vrai qu'on appelle encore, les autorités appellent encore à la vaccination, notamment des plus fragiles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos rappels de vaccination si vous voulez passer peut-être les vacances de Noël tranquilles. Tant qu'on est sur les questions de santé, je voulais aussi faire un petit point sur la cyberattaque qui a eu lieu la semaine dernière sur l'hôpital Mignot. Vous en avez entendu parler, c'était dimanche dernier. Et donc, moi je l'avais apprise par le ministre du numérique, avec qui j'ai échangé des SMS, et puis qui à ce moment-là m'a dit « Oh, là il se passe quelque chose à Mignot ». Et donc, il se trouve que, puis c'était une question qui m'a été posée là, durant la semaine qui vient de s'écouler. Et donc cette cyberattaque était d'envergure, puisque effectivement, comme pour celui de Corbeil, il y a eu effectivement, ils ont été obligés de débrancher tous les systèmes et se remettre progressivement. Donc il y a eu beaucoup de renforts qui ont été appelés en termes informatiques. Et ils sont revenus beaucoup au système papier. Il y a certains équipements qui sont autonomes, qui ne sont pas branchés sur le réseau, et donc ils peuvent s'en servir, mais ça risque d'être encore un peu long. Nous avons aussi l'EHPAD des Aulnettes qui dépend de l'hôpital Mignot, qui a aussi été touché, en fait, notamment sur sa messagerie ou sur quelques autres applications. Il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas hébergées sur les serveurs de Mignot, donc en fait elles demeurent accessibles, mais voilà. Mais tout cela permet quand même de continuer et d'accueillir les résidents de l'EHPAD de façon tout à fait satisfaisante. Alors, je commence à avoir des questions qui arrivent, donc je vais peut-être y répondre dans la foulée avant qu'elles disparaissent dans la liste d'attente. Laurent Pétron, bonjour monsieur le maire, quel est l'avancement du projet d'équipement sportif des Prés aux Bois? Eh bien, les Prés aux Bois, les travaux ont commencé. Je crois qu'on est en fin de désamiantage de l'équipement. La gym sportive a été transférée dans ce qu'on appelle la bulle, et donc pratique ses activités dans la bulle. Il y a un vestiaire, je crois, des sanitaires qui ont été installés, des sanitaires vestiaires provisoires, et puis les autres sections ont été relogées un peu dans les différents équipements de la ville. Aucune section n'a été laissée de côté, avec évidemment un mode un peu dégradé. Je crois comprendre que pour le tennis de table, il leur fallait de l'éclairage à 500 lux dans le mini-gymnase des arcades, auquel nous ne pourrons pas arriver. Donc comme c'est du temporaire, nous n'avons pas prévu de changer complètement le système d'éclairage des Prés aux Bois. Donc ce projet sportif avance bien, et donc nous avons des appels d'offres pour, je crois qu'ils doivent se dérouler début janvier, je crois, pour la désignation d'une entreprise. On espère pouvoir avoir des entreprises qui répondront, et surtout en fait qu'elles soient dans les évaluations financières que nous avions définies précédemment. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. Donc on est sur le timing tel qu'il était prévu jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de souci sur l'avancement de ce projet. Il est lancé, et même si les budgets, le budget de l'année 2023 et les 2024-25 vont être certainement compliqués à résoudre, peut-être que je vous en dirai deux mots. Ce projet-là, lui, est lancé, et il se fera jusqu'au bout, avec une livraison certainement début 2025, livraison complète de cet équipement. Je rappelle aussi que c'est un équipement et c'est un projet qui est très exemplaire sur le plan énergétique, puisque nous allons y mettre des panneaux photovoltaïques, il y aura une chaufferie bois. C'est un bâtiment, le bâtiment nouveau qu'on va construire, ce sera en ossature bois. Donc en fait, de grands efforts ont été faits sur sa qualité et environnementale et énergétique. Donc je pense que ce sera un très bel équipement dont nous pourrons bénéficier pendant plusieurs dizaines d'années. Patrick Verne, pourriez-vous
indiqué, je pense, quand les engins de chantier auront quitté le parking rue Coste-Bellonte. Voilà, les engins de chantier sont là pour... je crois qu'il y a aussi des baraquements, je crois, de chantier, sont là pour les travaux d'assainissement de la rue, l'avenue des Combattants. Je n'ai pas le planning en tête de l'avenue des Combattants, l'assainissement est géré par Versailles Grand Parc, et donc, ils se font progressivement. Je pense qu'on ne doit pas être loin du bout, mais je n'ai pas d'informations plus précises que cela. Il faut bien que les engins de chantier se stockent quelque part, évidemment. C'est toujours pénalisant lorsqu'on a des travaux à proximité de chez soi. Je comprends la question. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a quelques semaines, le site Facebook de la ville a diffusé des photos des différentes classes lors de leur sortie du marché. Pourquoi je ne peux pas voir plus? Ah, voilà. Les maîtresses ont été étonnées de voir ces photos, sachant qu'aucune demande d'autorisation ne leur a été demandée. Je suis surpris parce que je sais que systématiquement, lorsque nous faisons des photos avec notre photographe officiel, systématiquement, les autorisations sont demandées. Donc, soit sont demandées en début d'année par les enseignants dans les classes, et ça fonctionne pour l'ensemble de l'année, soit c'est ponctuel pour tel ou tel événement. Donc, je suis surpris, je regarderai ça avec le service communication pour voir ce qu'il en est. Mais je suis étonné de votre remarque. Je pense qu'elle est effectivement, elle doit être tout à fait exacte. Donc je ne la remets pas en cause, bien évidemment. Mais là-dessus, on est assez vigilant comme à cette question. Alors, je vois Madame Yulia Kravchenko. En fait, votre question, vous me l'aviez envoyée déjà du courant de la semaine. Donc je l'avais intégrée et donc je vais y répondre. Vous avez deux questions à l'intérieur de votre question qui est assez longue ici. La première, attendez que je la retrouve. Voilà. Le premier sujet, c'est un sujet qu'on a déjà traité à plusieurs reprises au cours de ce Facebook Live. C'est la question donc des camions poubelles qui, jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, passaient le soir et jusque relativement tard le soir, parce que leur tournée pouvait se finir vers 1h, 1h30 du matin. Et donc depuis le changement donc, de marché par Versailles Grand Parc, le ramassage se fait le matin et il commence aux alentours de 5h30, je crois, dans Viroflay, avec un circuit qui a été établi pour intégrer certaines questions de copropriété notamment, et pour éviter que le passage de ces camions poubelles ne se fasse dans les secteurs des écoles au moment de la rentrée ou la sortie des écoles. Donc c'était un travail assez fin qui a été mené avec Versailles Grand Parc et le prestataire qui est la COVED. Et comme en fait une tournée de ramassage de poubelles peut prendre environ 7 heures, et bien effectivement il faut qu'il commence vers 5h30 pour pouvoir finir pas trop tard, sachant qu'après ils ont aussi d'autres tournées dans d'autres villes le soir et la nuit. Donc je comprends en fait, puisque cette information a déjà été remontée à plusieurs reprises, notamment au début lorsqu'on a fait le changement, et donc nous ne pouvons pas faire autrement. Peut-être que lorsque le marché sera renouvelé, je ne sais pas exactement quand, mais à mon avis il est posé pour environ 5 ou 6 ans. Peut-être que là nous pourrons repasser au soir, mais je suis certain que les rues dans lesquelles les poubelles passeront le soir et tard le soir, j'aurai à nouveau des remarques de personnes disant mais ça me réveille alors que je viens juste de m'endormir. C'est compliqué, vous savez, dans une ville de 17 000 habitants, de pouvoir faire en sorte que les horaires soient compatibles avec les impératifs des uns et des autres, notamment les impératifs de sommeil. Bon, c'est un sujet dont un de mes adjoints en fait, a beaucoup parlé. Ça lui a occupé beaucoup de temps pour essayer de trouver les meilleurs circuits possibles, mais on essaie de faire notamment les grands axes au moment où il y a peu de circulation. Vous comprendrez bien les raisons
qui prévalent à ce choix. Et donc l'avenue Charles Leclerc fait partie évidemment de ces grands axes qui, à partir de 7h30, 8h, commencent à être très chargés. Vous avez une deuxième question qui est la question du tennis, c'est le fait que l'ascenseur du tennis ne fonctionne plus et que vous êtes obligé de laisser votre poussette sur le bas et pas à l'abri. En l'occurrence, je crois savoir que l'ascenseur du tennis qu'on a installé lorsque nous avons rénové les tennis, je crois il y a à peu près 4 ou 5 ans, cet ascenseur est un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, donc éventuellement avec poussette, pas que les personnes à fauteuil roulant, également avec poussette. Je crois savoir que cet ascenseur servir à autre chose, comme monte-charge notamment. Et donc en fait, je crois qu'il y a une pièce qui doit être commandée. Ça prend un certain temps, il y a souvent des ruptures d'approvisionnement sur ces différentes pièces. Donc là où les pièces sont commandées, donc pour faire en sorte de pouvoir réparer cet ascenseur et qu'il soit utile aux personnes qui en ont besoin. Je n'ai pas de délai à vous donner, bien malheureusement, puisque ça ne dépend pas des services de la ville, cette question d'approvisionnement de la pièce en question. Voilà, et en fait, je suis plutôt pour la réparation de cet ascenseur, pour faire en sorte que vous puissiez monter avec la poussette et pouvoir mettre la poussette dans le clubhouse, plutôt que de construire un abri spécifique pour poussette. Là aussi, parce que il y a eu quelques vols, notamment de vélos du côté du tennis, et donc je préfère que vous ayez peut-être votre poussette à côté de vous pour pouvoir la surveiller plus facilement et qu'elle ne soit pas à portée de n'importe qui. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à vous, Madame Krushenko. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y en a d'autres, mais ceux-là, je ne pense pas qu'on puisse les supprimer. Ah, si, suspendre, bannir. Tiens, je vais la bannir celle-là. Lorsqu'on a des personnes en fait qui font des remarques, voilà, les originaires de Belgique. Excusez-moi, je fais un peu de nettoyage parce que ça m'a été signalé à plusieurs reprises, donc supprimer les commentaires. Et donc j'évite d'avoir des choses un peu trop perturbantes. Là, il y en a beaucoup ce matin. Ouais, j'en suis désolé. Alors, je regarde Pascal Rose qui nous dit des camions électriques serait une bonne réponse, je pense. Alors, et Jean-Philippe, je crois que Jean-Philippe Polier vous répond. Jean-Philippe Polier, qui est le maire adjoint qui s'est occupé de ce sujet. En fait, les camions électriques, pour l'instant, ça n'existe pas dans ce genre de matériel. Et en fait, c'est pas tellement le bruit des camions, c'est aussi le fait qu'il y a des poubelles qui sont, les containers qui sont manipulés, qui sont posés par terre, pas trop en douceur, mais c'est un peu compliqué de les poser en douceur. Et puis le broyage aussi des ordures en fait qui font aussi qui fait aussi du bruit. Donc voilà. Dites-moi aujourd'hui, c'est le summum là, pour les commentaires qui n'ont rien à voir. C'est que celles qui sont en Belgique, je m'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà pour Mme Kravchenko, vous me remerciez par la réponse. Je regarde d'autres. Alors, je vois que M. Météro est branché. Et donc, il avait posé aussi des questions, donc je vais aussi lui répondre immédiatement. J'avais commencé à répondre notamment sur la question liée à la cyberattaque qu'a subi Mignot. Et donc, j'ai déjà apporté la réponse. Sur Viroflay, nous sommes vigilants aussi à ces questions de cyberattaque, puisque la ville de Chaville a été attaquée il y a environ 3 semaines, je crois, 3-4 semaines, elle-même, donc notamment via la messagerie de Chaville. Et donc, nous sommes attentifs. Nous avons une équipe à la direction des services informatiques qui est présente, qui est vigilante. Il est toujours difficile en fait de limiter totalement ou d'interdire totalement les entrées. En fait j'appelle ça des terroristes ou des hackers en l'occurrence. Et je crois qu'il y a une brigade spécialisée en fait de gendarmerie sur Versailles qui devrait nous rendre visite un de ces jours pour
compléter le diagnostic de notre système pour voir s'il y a des choses à compléter ou pas. Donc c'est un sujet que nous prenons évidemment très au sérieux. Ça n'empêchera pas que nous pourrions un jour ou l'autre être victimes de ce genre d'attaque. Alors donc j'ai apporté la réponse, je crois, à la question de M. Météro. Monsieur Météro, je crois que vous aviez d'autres questions. Ça c'est mignon. Ah oui, vous me disiez, l'État n'ayant pas pu anticiper sa politique d'arrêt du nucléaire, nous nous retrouvons dans une situation où les coupures de 2 heures risquent d'arriver. Parce que vous savez, les coupures d'électricité, ça c'est quelque chose qui est, dont on entend parler depuis un bout de temps. Il y a même le président de la République qui s'est agacé, alors que beaucoup de ministres faisaient de la communication autour de cela, de la prévention. Bon, tout cela est complexe. Là, en l'occurrence, il y a des protocoles qui existent. Jusqu'à présent, le gouvernement envisageait de nous faire prévenir à 17h la veille des coupures envisagées. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Donc nous avons le Sénat et l'AMF, l'Association des maires de France, a demandé à ce que nous puissions être prévenus en milieu de journée la veille pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires et prévenir les écoles des éventuelles coupures. Donc je crois que c'est du bon sens simplement, plutôt que d'être prévenu à 17h alors que les écoles sont fermées, alors que c'est toujours plus compliqué de prévenir lorsque plus personne n'est présent. Voilà, s'il faut des coupures, il y aura des coupures. Ça, fort heureusement, je ne suis pas en charge de la politique nucléaire, la politique d'approvisionnement d'énergie en France. J'ai déjà fort à faire avec la ville de Viroflay. Et donc, là, en l'occurrence, sur la question, s'il y a des coupures de courant, ça jouera, semble-t-il aussi, sur l'éclairage public, bien sûr, sur les feux tricolores sur l'avenue et partout où ils sont positionnés. Et la réponse à M. Météro, non, je n'ai pas la possibilité de sécuriser l'ensemble des carrefours de Viroflay lorsqu'ils risquent d'être coupés. Donc évidemment, j'en appelle à chacun d'entre vous. La règle, vous le savez, lorsqu'il n'y a pas de feu, la règle, c'est le retour à la priorité à droite et au sens du civisme. Voilà, donc c'est un point important où chacun doit faire preuve de responsabilité et ne pas chercher à forcer le passage. Je crois qu'il y a à nouveau Patrick Verne, avez-vous reconduire l'idée d'éteindre toutes les lumières dans Viroflay à l'exception de l'avenue Gérard Leclerc? Pour l'avoir vécu côté rive droite, c'est assez flippant et potentiellement risqué. Alors, vous l'avez bien compris, en fait, nous éteignons les lumières de l'éclairage public dans toute la ville à partir de 1h30 la nuit et jusqu'à 4h30, ce qui correspond au dernier train pour 1h30 avec un peu de marge de manœuvre. Et le 4h30, c'est pour le premier train qui doit être aux alentours de 5h, 5h moins 10. Et donc, pour faire en sorte que ceux qui vont prendre le train ne soient pas dans le noir. Au milieu de tout cela, il y a beaucoup moins de mouvement dans les rues de la ville. Et si vous êtes, Jean-Philippe Paulier précise, c'est de 1h45 à 4h30. Voilà. C'est une amplitude horaire qui est relativement limitée par rapport à d'autres villes. Nous avons la chance d'avoir des gares, donc on limite cette amplitude horaire. Dans d'autres villes, c'est déjà dès 23h, de 23h à 5h du matin, je crois que l'éclairage est éteint. Nous n'envisageons pas de le faire, bien évidemment. Après, pensez aussi à une chose, c'est que, et je le dis pas forcément à cause de l'éclairage public, mais sur le fait que je vois énormément de roues, de cyclistes, pour les citer, de cyclistes en fait qui roulent le soir et la nuit sans aucun éclairage. Alors, même s'ils roulent sur les pistes cyclables de l'avenue, il y a des moments où ils doivent prendre les rues normales, et même sur les pistes cyclables, ça peut être très dangereux lorsqu'une voiture sort de son stationnement. On ne voit absolument pas dans ces conditions-là les cyclistes, donc ils prennent de très gros risques. Et j'ai vu moi-même la semaine dernière, c'était samedi soir,
aux alentours de 18h30 peut-être, ou 19h, un père de famille avec ses 2 enfants sur l'avenue sans aucun éclairage, ni les uns ni les autres. Voilà. Donc j'appelle évidemment chacun à faire preuve là aussi de sécurité, d'abord pour eux-mêmes, évidemment pour les autres utilisateurs de la voirie. Je crois que j'avais vu passer une autre voilà. Laurent Pétronne, étant usager du marché, moi j'y étais ce matin, je constate souvent que certains commerçants ont beaucoup de mal à faire fonctionner un système de paiement. Le problème était connu et qui envisageait une solution. Alors oui, ce problème est connu, ça fait assez longtemps qu'il est connu. Nous y avons pourvu à ce problème en installant des bornes Wi-Fi dans le marché et tous les commerçants qui ont des terminaux de paiement qui fonctionnent en Wi-Fi n'ont pas de problème. Par contre, ceux qui ont des terminaux de paiement uniquement en GSM, donc en 4G notamment, en fait, on n'a pas réussi à trouver de système qui permet de relayer le signal téléphonique 4G à l'intérieur du marché, le marché étant encerclé d'immeubles qui font barrage aux ondes de téléphone. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez sortir un commerçant avec son terminal de paiement. Mais je le dis, j'en ai parlé ce matin avec un commerçant en disant les terminaux de paiement en Wi-Fi fonctionnent évidemment parce qu'il y a des bornes Wi-Fi à l'intérieur du marché. Donc, soit ils ont des terminaux qui sont mixtes, Wi-Fi 4G, soit ils changent du 4G vers du Wi-Fi, ce qui permettra de résoudre ces problèmes-là. Donc, merci de votre... c'est vous que j'ai vu ce matin, Monsieur Pétron, devant le volailler. Alors là, celui-ci, je vais le supprimer. Voilà. Il y a beaucoup de choses à supprimer aujourd'hui. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne supprime pas des questions embarrassantes. Hein. Ah mais je salue, tiens, il y a Pascal Thévenot, maire de Vélizy, qui regarde. Je le salue au passage. Lui aussi fait des Facebook Live réguliers. Et on essaie de se regarder les uns les autres pour savoir comment on gère notre ville, s'il y a des questions particulières. Et voilà, donc je salue Pascal au passage. Laurent Pétron, toujours au vu de la situation mondiale connue, quelles sont les consignes données par le gouvernement vis-à-vis de toutes les consommations d'énergie pour les équipements publics? Qu'est-il appliqué à Viroflay? Alors, pour Viroflay, on continue. En fait, on applique le fait que dans les gymnases, on a baissé les températures des gymnases. Alors, il y a eu un problème le dimanche dernier, je crois, sur le gymnase, la grande salle de Gaillon. Voilà, donc je crois que ce problème est résolu maintenant. Mais nous avons baissé, donc je crois que ça doit être aux alentours de 14 ou 15 degrés dans les salles où on bouge beaucoup. Et puis dans les écoles, je crois qu'on a descendu à 19 degrés la consigne de chauffage. Et dans tous les bâtiments publics, nous avons aussi descendu la température. À la fois, on ne réagit pas face aux recommandations du gouvernement. On le fait bien évidemment pour faire en sorte de réduire notre facture énergétique qui, je vous l'indique à vous-même, on avait environ en 2021, nous avions pour environ 500 000 euros de gaz et électricité ensemble. En 2022, c'est plus de 600 000 euros et pour 2023, on nous annonce qu'il va falloir multiplier par 4 ce montant et donc nous arriverons aux alentours de plus de 2 millions d'euros d'énergie pour 2023. Vous comprendrez que rajouter comme cela plus d'1,5 million de dépenses dans le budget de la ville, cela ne se fera pas sans conséquence sur les besoins de financement. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc nous sommes en train de travailler sur le budget et donc nous en reparlerons plus tard bien évidemment. Donc notre idée c'est de continuer à baisser notre facture énergétique. Vous le savez aussi, en fait, nous sommes équipés à 95% de l'éclairage public de LED, ce qui réduit considérablement notre consommation. Et puis nous avons un programme de baisse de nos consommations dans les bâtiments publics par des travaux d'isolation, des travaux de mise en conformité d'un certain nombre de bâtiments. Le gymnase des Prés-aux-Bois fait partie de cette programmation, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'école de l'Honnête,
Il y a un bâtiment qui était intégralement isolé l'année dernière, le toit, les murs et tout cela, et tous nos nouveaux équipements qui vont apparaître, comme la forge qui va être démolie et reconstruite, répondra aux meilleures normes énergétiques. Nous avons aussi le centre Philippe de Dieu-le-Veut qui sera transformé de centre de loisirs en lieu d'accueil des ados. Donc ce bâtiment va aussi faire l'objet durant l'année 2023 de travaux assez importants pour réduire sa consommation énergétique. Voilà, donc c'est et je peux vous dire que depuis 2012, je crois qu'on a fait ce calcul-là, nous avons dû baisser notre consommation énergétique en valeur jusqu'en 2021 de près de 20%, alors que le prix de l'énergie lui-même a augmenté. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en volume d'énergie consommée, nous avons bien baissé en un peu plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, en fait, le volume va continuer à baisser, mais les prix vont augmenter de façon considérable. Christine Pelletier qui nous dit « Pouvez-vous arrêter les messages sans intérêt ?» En fait, c'est des personnes qui viennent, qui squattent les Facebook Live. On n'est pas les seuls concernés. J'essaie de les supprimer au fur et à mesure. Donc voilà, Estelle qui est française, je la supprime, j'en ai rien à faire. Généralement, il y avait des marabouts en fait qui venaient se proposer pour faire revenir le conjoint en 24 heures chrono. Donc je supprime au fur et à mesure, mais comme j'essaie de répondre aux questions, de regarder les questions, il est difficile de tout faire en même temps. Dans les autres infos que je vais vous donner, attention à une chose, on parlait tout à l'heure de ramassage mais que fait la sécurité informatique de la ville? Je vous l'ai dit, nous travaillons dessus, Monsieur Verne. Oui, Versailles Grand Parc, le ramassage des végétaux s'achève le 12 décembre. C'est le dernier ramassage cette semaine. Donc, si vous avez des feuilles dans votre jardin, ramassez-les ce week-end parce que nous ne les ramasserons plus avant le 14 mars 2023. Sinon, c'est la déchetterie, celle de Buc ou celle de Bois d'Arcy, où vous devrez apporter vos végétaux si vous avez raté ce dernier ramassage. Nous craignons qu'il faille décaler le ramassage d'une ou 2 semaines encore au mois de novembre parce que les températures étaient relativement douces. Là, avec le froid, la pluie qui sont arrivées, maintenant les feuilles sont tombées de façon assez importante. Donc je pense que tous ceux qui devaient tomber sont pratiquement tombés. Donc n'oubliez pas, c'est cette semaine le dernier ramassage des végétaux. Et aussi, comme les températures sont plus froides, qu'il y a des précipitations, évidemment, s'il y a de la neige qui tombe sur les trottoirs ou du verglas, ce genre de choses, eh bien, pensez qu'il s'agit de votre responsabilité de dégager le trottoir qui se trouve au droit de votre habitation. Si vous êtes dans une maison, c'est vous-même. Si c'est la copropriété, si vous êtes en collectif, c'est la copropriété de le faire. Voilà, faites-le à plusieurs, la copropriété. C'est toujours un moment tout à fait sympathique. Je reste sur les questions de ramassage de nos poubelles, tout cela. Je voulais aussi vous dire une chose sur les containers à verre. Il y a eu quelques remarques qui ont été faites sur Internet, sur Facebook notamment, au cours de la semaine, pour dire que certains containers étaient entourés de verres qui avaient été déposés là par des habitants. Et donc que ce verre n'était pas ramassé, que c'était sale. Oui, effectivement. En l'occurrence, je le redis, je l'ai peut-être déjà dit, mais les containers sont théoriquement équipés de sondes qui permettent de savoir s'ils sont pleins ou pas. Et ce qui permet de venir ramasser peut-être en avance de phase les containers qui sont trop pleins. Il se trouve que, et je l'ai remarqué moi-même sur le container de marché la semaine dernière, le container était presque vide et il y avait quand même tout autour des sacs avec beaucoup de bouteilles de verre, de bocaux, ce genre de choses. Et j'ai compris en fait ce qui s'était passé, c'est le fait que celui qui est venu ramasser avec son camion donc et collecter le container, a collecté le container,
qui était plein. Des personnes étaient venues ne pouvant pas mettre le verre dans le conteneur, ont disposé autour du conteneur les bouteilles et les bocaux. Et donc la personne est venue prendre le conteneur, l'a vidé, a reposé le conteneur et est reparti sans ramasser ce qu'il y avait autour. Alors que les consignes qui ont été données sont des consignes à ceux qui ramassent les conteneurs de reprendre le verre qui pourrait être autour. Alors, j'insiste sur un point, c'est si vous constatez qu'un conteneur est plein et que vous avez un sac pour le vider, éventuellement aller sur un autre conteneur plutôt que de déposer autour, parce que le dépôt autour génère forcément du bris de verre et du verre cassé tout autour, ce qui n'est pas très sécurisant pour les chiens, les chats, et même en fait les personnes qui pourraient venir autour de ce conteneur. Donc voilà, donc j'ai signalé ça à Versailles Grand Parc, qui je crois a demandé à la Covette de faire le tour des conteneurs pour essayer de ramasser tout ce qui pouvait traîner. Donc voilà, donc là aussi c'est une question de civisme. Et quand j'ai moi-même, je le dis parce que faut le souligner, samedi dernier j'ai moi-même ramassé le verre autour du conteneur du marché pour le mettre. J'ai passé un quart d'heure et heureusement un certain nombre de Viroflésiens m'ayant vu le faire m'ont aidé à mettre le verre dans le conteneur. Donc je les remercie. Ils sont 3 à être venus m'aider, 3 qui venaient faire leur marché. Donc je les en remercie vraiment expressément. Et donc si vous avez ça dans votre quartier, bien je vous invite soit à le signaler, soit si le conteneur n'est pas plein, à mettre le verre que vous pourriez voir tout autour. Voilà. Il y a plus de 40 conteneurs de verre à Viroflay, oui absolument, Jean-Philippe Ollier, c'est un point important, donc on ne peut pas être devant chaque conteneur pour voir s'ils sont pleins, vides, c'est un peu compliqué. Raphaël Tonnerre nous dit toujours sur le même thème, ce serait bien que chacun se sente responsable de ses déchets. Oui, ça devient compliqué pour les encombrants, les recyclables, pour le verre, oui, je suis d'accord. Là encore, c'est de l'appel au civisme, de l'appel au respect des règles de bon sens, des règles de vie en communauté. C'est un combat permanent, je peux vous le dire, et régulièrement, on est amené à sonner à certaines portes pour demander aux personnes qui ont pu déposer des encombrants devant chez eux, au mauvais jour, à la mauvaise heure, de les rentrer pour les sortir au bon moment ou de les amener à la déchetterie. Donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet sans fin. Vous savez, là, on a inventé le mouvement perpétuel. Et donc peut-être qu'un jour le ramassage en porte-à-porte s'arrêtera, mais même s'il s'arrête, je suis persuadé que des gens vont quand même déposer sur le trottoir des choses qui n'ont rien à y faire. Et j'en suis bien navré. Il y a une chose, il y a des personnes qui parfois déposent de lait électroménager sur le trottoir, un frigo, une machine à laver. Donc sachez que, et je l'ai déjà dit et je le redis, sachez que lorsque vous faites livrer chez vous un appareil d'électroménager, celui qui vous le livre est tenu de le reprendre. Donc ne vous laissez pas refourguer et laisser votre appareil chez vous. Et donc ne le mettez pas sur le trottoir. Je sais que certains disent, mais si on met sur le trottoir, vous savez, il y a des Roumains, Bulgares, qui ramassent des choses. Parfois, effectivement, ils ramassent des choses métalliques, mais si ça n'est pas ramassé, rentrez chez vous et portez à la déchetterie pour éviter que ça traîne trop longtemps et que ce soit nos services qui fassent une deuxième tournée d'encombrants alors qu'ils n'ont pas que ça à faire, bien évidemment. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà. Dans les autres éléments, je reviens un petit peu sur les questions d'énergie, c'est un peu mélangé aujourd'hui. Les questions d'énergie, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent installer des panneaux solaires chez eux, donc sur leur toit la plupart du temps évidemment. Sachez que la pose de panneaux solaires doit faire l'objet de déclarations d'urbanisme, ce qu'on appelle des déclarations préalables, ce qu'on appelait avant des déclarations de travaux. Et donc ces déclarations doivent être faites avant que
les panneaux soient posés, bien évidemment, puisque ces déclarations sont instruites par le service d'urbanisme de la ville, sont transférées à l'architecte des bâtiments de France et qui donne aussi un avis. Sachez aussi que les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture et pas posés sur la toiture pour que ce soit plus esthétique. Voilà. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter et comme ça risque de se développer dans les années à venir, je tiens à ce que chacun respecte les règles qui en fait permettront d'avoir une ville qui ne soit pas enlaidie par des panneaux solaires en fait d'une couleur qui ne soit pas adaptée à la couleur du toit ou alors qui soit mal posée. Voilà. Donc je tiens à dire, vos prestataires de pose de panneaux solaires, parfois certains disent qu'ils se chargent de faire les déclarations préalables et donc je vérifie bien qu'ils ont fait la déclaration et qu'ils ont bien eu le retour de la mairie avant de commencer le moindre chantier chez vous. Ça marche pour les panneaux solaires, mais ça marche aussi pour tous les autres travaux que vous pouvez être amené à faire chez vous et qui ont une incidence sur le visuel de votre maison ou immeuble, notamment les ravalements. Même les ravalements à l'identique doivent être déclarés en mairie. Alors je vois qu'il y avait d'autres questions. Laurent Petron, habitant rue du Général Gallieni, je constate souvent des véhicules pressés qui dépassent largement les limitations de la 30. Qu'est-il possible de faire avant d'avoir un accident grave? Alors pour l'instant, on n'a pas eu d'accident grave rue Gallieni. Nous mettons régulièrement un radar pédagogique dans différentes rues de la ville. Actuellement, il est du côté de la place Jeanne d'Arc pour la rue Chanzy. Il a souvent été du côté de la rive droite. Et nous nous rendons compte d'une chose, c'est le fait que la plupart du temps, nous avons une vitesse moyenne, je le dis, une vitesse moyenne qui est aux alentours de la vitesse autorisée dans la rue. Ça n'empêche que, donc ça c'est une vitesse moyenne, donc forcément, il y a des voitures qui vont moins vite que cela, des voitures qui vont plus vite que cela, et en fait on constate que très souvent il n'y a que 5% des véhicules qui dépassent de façon sensible, c'est-à-dire au-delà de, 7 à 8 km/h la vitesse limite, qui dépasse la limitation autorisée. Et donc on constate que c'est plutôt un respect de la vitesse limite, parfois on voit avec les enregistrements que nous faisons avec ce radar pédagogique, nous constatons qu'il y a des véhicules qui peuvent rouler à 90 km/h dans une rue, et souvent ce sont des deux roues motorisées, motos, ce genre de choses, et c'est souvent notamment à des horaires qui sont des horaires au-delà des horaires habituels qui sont aux alentours le soir par exemple, mais c'est difficile de faire quelque chose qui soit plus contraignant. La rue Gallieni, vous le savez, elle est relativement étroite, elle est sinueuse, on a fait des sortes de chicanes, du stationnement qui alternent à droite à gauche, et donc il est difficile de faire plus que ça, sauf à mettre des ralentisseurs, mais nous ne sommes pas très partisans de pose de ralentisseurs. Ça fait du bruit, ça crée des vibrations pour certaines maisons, et on est en train de réfléchir éventuellement à en supprimer certains. Sur l'allée le pavé de Meudon, la rue qui passe entre la piscine et le cimetière, puisque les personnes s'en plaignent de façon importante. Donc voilà, là aussi c'est une question de civisme, et il y a quelques véhicules pressés et pas non plus trop. Christine Pelletier, est-il prévu des bornes de charge pour véhicules électriques supplémentaires? Donc Jean-Philippe Ollier a répondu, pas d'autres, alors IRVE, je ne sais plus ce que ça veut dire, ce sont les bornes électriques de cette installation de recharge de véhicules électriques. Nous n'avons pas prévu en 2023, nous en avons 8 actuellement et elles sont relativement peu utilisées. Il y en a dans le quartier, du côté de Place de Verdun, il y en a sur le parking de Costa-Bellante, il y en a sur le parking du gymnase Gaillon. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais plus exactement. Et pour l'instant, elles sont très très peu utilisées. Donc, voilà, donc c'est un certain coût évidemment. Et nous faisons ça avec un syndicat intercommunal, le CIGEIF, qui pour l'instant nous dit on calme un peu l'installation des bornes en attendant de voir leur usage. Je tiens à signaler que
L'installation électrique de la plupart des villes d'alimentation électrique permettra de répondre à la demande si nous avons environ 15% des véhicules actuels qui se transforment en véhicules électriques. Quand je dis ce n'est pas que les bornes de recharge publiques, c'est aussi des bornes de recharge dans les immeubles, dans les maisons. Et donc 15% des véhicules électriques dans une ville sont absorbables par l'installation électrique. Au-delà de ces 15%, ça nécessite de revoir complètement le réseau électrique. Et je peux vous dire que malgré le fait que le gouvernement et l'Europe nous disent qu'à partir de 2030, il ne faut plus vendre de véhicules thermiques, personne ne nous dit la façon dont nous devons organiser nos villes sur ce plan-là. C'est une vraie problématique et on nous oublie, encore une fois, en nous mettant devant un certain nombre de décisions dont nous devrons anticiper nous-mêmes les conséquences. Donc c'est une vraie remarque que je fais là parce que souvent, en fait, nos gouvernants ne se rendent pas forcément compte de ce que toutes leurs décisions impliquent au niveau local, c'est-à-dire sur le terrain. Alors j'en profite pour dire que nous avons reçu avec l'équipe municipale Gérard Larcher et 2 de ses sénateurs, donc Gérard Larcher qui est président du Sénat, qui est venu parler avec nous, échanger avec nous sur nos difficultés et nous dire comment le Sénat essayait de contrebalancer les difficultés que rencontre la majorité ou les parlementaires, notamment avec l'usage du 49.3. Donc c'était tout à fait intéressant de cette discussion. Donc, et on se rend compte que nos sénateurs sont très attentifs à la façon dont les communes peuvent continuer à se gérer avec toutes les contraintes qui existent. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, j'avais oublié effectivement, il y a des bornes de recharge dans la Pépinière, c'est-à-dire la rue de la Pépinière, c'est dans la zone d'activité de la rue droite. Je crois qu'il y a de quoi recharger, avec 2 bornes de recharge, me semble-t-il. Un petit point, attends, je regarde s'il y avait des questions. Oui, Yvette Lebar avait aussi fait une remarque cette semaine sur « Merci de faire moins d'illumination alors qu'il faut faire des économies d'électricité ». Alors, les illuminations de Noël, vous avez pu remarquer qu'il y en a moins cette année que les années précédentes, à la fois pour faire des économies d'énergie, mais surtout en fait parce que en fait, ces guirlandes de Noël consomment peu, elles sont en LED, donc elles consomment moins que ce qu'il y avait avant, il y a pas mal d'années en ampoule classique. Elles s'éteignent évidemment avec l'éclairage public qui s'éteint durant la nuit, et nous avons choisi d'en mettre moitié moins que les années précédentes, donc à la fois pour l'économie d'énergie limitée, mais également parce que l'installation et la désinstallation de ces guirlandes, en fait, c'est le coût principal que représentent ces guirlandes. Et je peux vous donner un ordre d'idée. En fait, l'installation des guirlandes de Noël jusqu'à l'année dernière coûtait 60 000 € par an à la ville, parce que évidemment c'est une par une avec une nacelle et ainsi de suite. Donc c'est un prestataire qui fait ça. Et donc voilà. Donc on a réduit pratiquement de moitié les illuminations de Noël, tout en les conservant dans les quartiers commerçants de Viroflay, pour faire en sorte d'avoir cette ambiance de fête qui est relayée d'ailleurs par les commerçants, par le fait que certains d'entre eux ont décoré leurs vitrines, très joliment d'ailleurs, et donc je vous invite évidemment à aller les rencontrer. Tant que je suis sur les commerçants, tant que je parle de commerce, je voulais aussi vous dire que nous avons une opération en cours. Attendez, je bois un petit peu. Nous avons une opération en cours avec les commerçants, donc organisée par Christine Caron, notre adjointe au commerce et développement économique, et notre service du commerce. Le système, donc le calendrier de l'Avent, où on a plus d'une 50aine de commerçants qui participent à ce calendrier de l'Avent. Et donc, vous pouvez aller chez eux,
la liste de ces commerçants disponibles sur le site internet de la ville. Et donc, les enfants qui viennent avec vous dans ces commerces peuvent se voir remettre des papillotes. Ils en sont très friands. Nous avons lancé cette opération samedi de la semaine dernière, dans un temps un petit peu glacial. Et donc, n'hésitez surtout pas. Et donc, il y a aussi un flyer, un tract qui précise, qui permet en le flashant de connaître la liste des commerçants participants. Il y a aussi des ouvertures exceptionnelles de commerçants les dimanches à venir et les lundis de décembre. Donc tout cela pour vous inciter à consommer local. Vous avez des commerçants, nous avons des nouveaux commerçants dans Viroflay, notamment à l'approche de Noël. Vous avez Gabriel, vous avez la nouvelle boutique de déco qui s'est installée sur l'avenue, pas loin du Super U. Maison 53 peut-être, j'ai plus en tête son nom. Voilà, il y a aussi le centre d'accueil de jour de La Page, c'est une association d'accueil de jour de personnes porteuses de handicap. Et ce centre d'accueil de jour propose sur les marchés de ce week-end, donc aujourd'hui et demain je ne sais pas, mais des articles, des produits qu'ils ont fabriqués en perspective de ces fêtes de fin d'année et ces fêtes de Noël. Donc faites-leur bon accueil. Et ils sont aussi ouverts aujourd'hui jusqu'à 16h au 35 rue Arthur Petit. Et donc vous pouvez aller leur rendre visite dans l'accueil de jour. Et je vois que mon adjointe Laure Cotin est déjà passée chez eux ce matin avec Gono Atteston, qui est conseiller municipal. N'hésitez pas à passer les voir pour les soutenir dans leur action. Et le week-end prochain, toujours sur les marchés, il y aura des animations sur les marchés avec ce qu'on appelle une sharing box, en français une boîte de partage, qui vous permet de faire des photos sur un décor de Noël, des photos en famille, en couple. N'hésitez surtout pas, c'est un beau moment à passer ensemble et avoir un petit souvenir de ce moment-là. C'est toujours bon de prendre des souvenirs sympathiques. Et puis on aura aussi le week-end prochain le Père Noël qui viendra à la rencontre des enfants. La semaine dernière, nous avions Saint-Nicolas avec son âne et ses poneys. Et donc là, le Père Noël, ce sera la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Et les enfants peuvent apporter leur lettre au Père Noël, bien évidemment. Je reste sur les commerces pour vous dire qu'il y a un nouveau commerce qui vient d'ouvrir ou qui va ouvrir le 15 décembre. Vous avez peut-être vu qu'il avait distribué des tracts. Il s'agit de Colocataire, Terre, T-E-2-R-E, qui va se situer sur l'avenue du Général Leclerc, au 112 du Général Leclerc, dans un immeuble de bureau transformé en logement. Donc il y a des commerces en rez-de-chaussée. Il s'agit donc de produits frais, en circuit court, donc légumes, viande, ce genre de choses. Et donc, voilà, faites leur bon accueil. Et je crois que si vous arrivez avec le tract qu'ils ont distribué, il y a, je crois, une petite remise, je crois, de l'ordre de 10%, qui est prévue si vous venez leur rendre visite et si vous faites des achats chez eux. Et puis, un autre moment important pour le quartier Verdun, c'est le kiosque à journaux du quartier Verdun. Son gérant a dû arrêter il y a quelques mois. Et donc, il y a un nouveau gérant qui a été trouvé. Et donc, ce kiosque devrait rouvrir la semaine prochaine. Et donc, là aussi, si vous êtes dans le quartier de Verdun, faites-lui bon accueil. C'est un lieu important de convivialité, de rencontre et évidemment pour venir acheter le journal. Pas que le journal, parce que ce n'est pas avec les journaux et les magazines qu'un gérant de kiosque peut arriver à vivre. En fait, il faut lui acheter aussi les autres produits qu'ils peuvent vendre, les produits de la Française des Jeux ou tout cela. Décidément, aujourd'hui, on a beaucoup de... lui, hop, Régis Voyant, je vais le supprimer. Désolé de devoir faire du ménage en même temps, mais c'est comme ça.
Bon, alors là, je n'arrive pas à le supprimer. Hop, supprimer. Et ainsi de suite. Voilà. Ce que je pouvais vous dire sur la question des commerces d'Enviroflé. Sur les autres questions, je n'en ai pas beaucoup d'autres. Je vais vous donner un petit un peu d'agenda. En fait, dans les semaines à venir, il va se passer des choses. Notamment, il y a ce jeudi-ci, il y a un concert, le concert de Noël du conservatoire qui se passe dans l'église Notre-Dame du Chêne. Je crois qu'il est à 19h. Voilà, il y a une petite polémique, mais qui n'avait pas de raison d'être, sachant que l'église elle-même, le Notre-Dame du Chêne, appartient à la paroisse et que c'est le curé qui décide de prêter ou de ne pas prêter et qui décide de ce qui peut se passer dans cette église. Donc, et la mairie n'a rien à voir dans tout cela, je tenais à le préciser. Je crois que le curé a eu une discussion avec les personnes qui avaient lancé cette polémique. Et même si l'église Saint-Eustache, l'autre église, la petite, appartient à la ville, le curé en est affectataire, c'est-à-dire locataire, et donc c'est aussi lui qui peut décider de ce qui se passe dans cette église, donc en dehors des cultes habituels. Voilà, je tenais à le préciser. Donc, concert de Noël, notamment avec les musiques collégiens, donc jeudi 15 décembre. Il y a aussi en même temps à 20h un concert municipal. Donc, si vous n'aimez pas la musique, vous pouvez venir écouter la musique municipale en mairie. Donc, c'est à 20h. Il y a une douzaine de points à l'ordre du jour. Donc, c'est public, vous êtes invités. Et puis, je me prends un petit peu à l'avance, mais si tout se passe bien sur la question de pandémie et tout cela, nous devrions pouvoir recommencer notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population en janvier donc, de 2023. Nous n'avons pas pu le faire sur les 2 dernières années, 2022 et 2021. Donc les vœux sont le lundi 16 janvier à partir de 19h. Voilà, donc ce seront des vœux conviviaux, chaleureux, et ils seront aussi sobres dans le sens où nous ferons en sorte de limiter le budget nécessaire à ces vœux. Mais je trouve que c'est important de pouvoir vous parler, vous apporter quelques éléments de compréhension de notre situation, puis vous parler des projets de la ville que nous pouvons avoir lancés ou que nous avons l'intention de lancer dans l'année qui vient. Donc ça, c'est les vœux le 16 janvier. Et il y aura aussi un petit peu plus tard, certainement au mois de mars, une réunion publique que nous ferons sur les projets, sur les questions de budget et tout cela. Donc je vous invite bien évidemment à venir nous retrouver sur ces différents moments importants de la vie démocratique de notre ville. Voilà, je regarde s'il n'y a pas eu... Alors, le puissant rituel de retour d'affection, je m'en fiche. J'ai pas réussi à le supprimer celui-ci. C'est vraiment incroyable aujourd'hui le nombre de parasites qui viennent sur ce Facebook-là. J'en suis navré, il faudra peut-être qu'on trouve d'autres solutions pour que je puisse continuer à vous apporter des réponses à vos questions. Mais je crois que beaucoup d'entre vous sont attachés à ce moment et soit en live. Ce matin, j'ai rencontré donc quelqu'un devant un stand de marché qui me disait attention, vous avez votre live, ne soyez pas en retard. Donc ça veut dire que c'est un rendez-vous qui commence à être connu. Au bout de 35 rendez-vous, c'est important. C'est bien que ce soit connu. Et beaucoup le voient en différé sur Facebook. Je crois sur le site de la ville, c'est accessible également. Voilà. Merci à vous tous. Merci à Mme Menson. En fait, c'est vous qui avez fêté l'anniversaire de votre fils, je crois, ou de votre fille la semaine dernière. Et donc, voilà, j'ai pas pu être à la mairie ce jour-là, ou la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Mais voilà, donc très bonne fête à vous tous. Voilà, des bonnes fêtes en famille, autant que possible. Et puis, si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin d'un peu de chaleur humaine, n'hésitez pas à les inviter, ne serait-ce que pour un apéritif, un moment un peu sympathique dans vos quartiers. Ah, c'est pas vous, alors, mais ma même son, désolé, c'est quelqu'un qui a un nom qui ressemble au vôtre. Voilà, n'hésitez pas à inviter les personnes chez vous, soit le 24 au soir, soit le 25, soit
n'importe quand pour avoir des actions de convivialité et faire en sorte que la bonne humeur continue d'envirofler et un bon esprit continue à parcourir tout Viroflay. Voilà. Merci à vous tous. Très bonne fête de Noël en famille et soyez faites bon accueil au Père Noël. Voilà. Merci. Au revoir.